Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup pour cette table ronde économie du Congrès de l'Institut des Amériques. Table ronde intitulée Conflictualité et pouvoir dans l'analyse économique américaniste. Je remercie déjà, et j'y reviendrai, à la fois les co-porteurs, organisateurs de cette table ronde, David de Cedras et Vinicius Araújo, qui nous suit depuis le Brésil, puisque son terrain finalement l'a retenu sur place, et donc il sera à distance aujourd'hui. Et puis donc les trois intervenantes et intervenants donc, qui nous accompagnent aujourd'hui, que sont donc Liliana Cano, donc maîtresse de conférence à l'Université Paris 13, Rebecca Gomez-Betancourt, qui est professeure d'économie ici à Lyon 2 et au sein du laboratoire Triangle, Juan Barredo, donc, qui nous fait la sympathie de rejoindre cette table ronde en dernière minute, en remplaçant de deux collègues qui, pour des raisons familiales ou personnelles, indépendantes de leur volonté, ont dû décommander en dernière minute. Donc voilà, merci Juan d'être avec nous. Et je fais donc ces présentations très très courtes pour vous laisser ensuite la possibilité par vous-même de vous présenter. Pour introduire donc cette table ronde économie, on a pris le parti de penser un petit peu à ce qu'était l'économie dans le cadre de cette communauté de recherche, cette communauté scientifique qu'est l'IDEA. Et dans le cadre de cette communauté, l'analyse économique, elle s'inscrit de fait dans le champ des sciences humaines et sociales, au sens le plus large, et donc avec un recours à l'ouverture disciplinaire de la part des économistes qui est un petit peu automatique, au dialogue avec les autres sciences sociales qui est un petit peu automatique. Il se trouve que cette ouverture disciplinaire caractérise aussi généralement les démarches d'économie politique hétérodoxe ou de socio-économie auxquelles moi-même et je pense l'ensemble des personnes qui vont participer à cette discussion s'identifient. Et donc on a essayé de construire la discussion qu'on vous propose aujourd'hui autour de la manière particulière de faire de l'économie que nous avons et de la façon dont ça contribue peut-être à définir des objets de recherche, à comprendre les réalités socio-économiques, socio-écologiques aujourd'hui en Amérique, dans les Amériques, à partir de ces perspectives particulières, originales de recherche. L'idée, encore une fois, va être de prendre en compte et de discuter aujourd'hui, de témoigner à partir de nos expériences de recherche et de nos parcours de recherche, de la manière dont on a pris en compte dans nos analyses l'influence des structures sociales, des rapports sociaux de production, et des relations de pouvoir qui s'y jouent. Et cela, la manière dont ces éléments-là jouent sur la relative stabilité, au final, aujourd'hui, il me semble, dans les Amériques, des formes de régulation, des modes de régulation du capitalisme, bien qu'on assiste à de nombreuses crises, à des mouvements politiques, à des crises écologiques, sociales, d'inégalité, d'instabilité parfois économique ou financière, il y a quand même certains éléments structurants qui restent relativement stables. Et l'idée de cette table ronde était de se dire, est-ce que nos démarches d'économistes politiques hétérodoxes ou de socio-économistes nous outillent ou de quelle manière nous permettent d'éclairer peut-être un peu différemment cette tension entre la permanence et la multiplicité des crises, d'un côté, et d'un autre côté, cette relative stabilité des modèles de croissance et des régimes à l'échelle macroéconomique plutôt. Donc pour discuter de ces questions, nous avons donc trois intervenantes et intervenants invités. Du fait des désistements un petit peu tardifs, je vais moi-même prendre ce rôle dans la discussion aussi, et puis en même temps passer le relais à David donc, et Vinicius, qui vont pouvoir intervenir aussi dans l'animation de cette discussion. Avant qu'on commence avec un premier tour de discussion et de présentation de la part des intervenants, je leur donne du coup une première fois la parole. Donc peut-être, allez, Vinicius qui est à distance, c'est peut-être bien de passer le relais assez vite pour que donc, les deux collègues aussi qui vont intervenir pour animer la discussion puissent se présenter à leur tour. Ok, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je suis doctorant en économie pour la politique à l'Université Paris
Mon sujet de recherche, la relation entre le travail et la finance au niveau mondial, quelque chose qui est très lié à la financiarisation dans les pays centraux, au chef développement mondial, mais surtout la sous-exploitation de la culture dans la pays, dans les Amériques, en particulier au Brésil, de ma recherche. Et voilà, c'est pour ça que cette approche est très intéressante pour moi. Les conflictualités, les relations de pouvoir, les inégalités, tant externes qu'internes, semblent être encore plus importantes dans les Amériques aujourd'hui. Et dans mon domaine d'études, par exemple, la question de la dépendance et d'autres mécanismes est cruciale pour comprendre pourquoi les pays, en particulier en Amérique latine, se trouvent confrontés à des obstacles qui les empêchent de parvenir à un développement socio-économique et écologique durable. Il existe donc une spécificité dans ces pays qui nécessite des types de recherche appropriés, décolonisés et exploiteurs. Voilà, je pense que la discussion que nous aurons sera très fructueuse au sens, notamment en ce qui concerne les méthodologies de recherche, les relations de pouvoir qui se manifestent dans chaque terrain, dans chaque pays, les différentes dimensions de l'analyse, les micros, les macros, les maisons des institutions, et ainsi que la discussion de termes académiques universitaires pour dépasser ces conflits. C'est ça la discussion dans mon débat. Merci Vinicius. Donc moi c'est David Distarat, je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Paris-Cité aussi, donc dans le même labo que Vinicius et Renan. Moi je viens des États-Unis et je travaille sur les États-Unis, je travaille sur... Ça c'est bon, vous entendez? Je travaille sur l'accès au crédit aux États-Unis et plus particulièrement mon objet d'étude c'est le credit score. Donc c'est un score qui, que tout le monde aux États-Unis a, et c'est une porte d'entrée vers l'accès au crédit et donc du coup vers les mythes fondateurs des États-Unis, notamment le rêve américain, par exemple. Et donc, du coup, moi, j'ai étudié les gens qui chevauchent un peu un score bien et un score pas trop bien. Et donc, du coup, pour avoir cet accès pour accomplir justement, pour réussir le rêve américain. Voilà. Et genre, ce que ça fait, c'est non-accès au crédit. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, merci David et Vinicius pour ces courtes présentations. Donc deux collègues, doctorants, je vais me présenter très vite et puis vous transmettre la parole. Donc deux collègues doctorants du laboratoire LADIS, donc laboratoire d'analyse des transformations sociales et recomposition de l'espace de l'Université de Paris. Je suis moi-même maître de conférence en économie. Je fais de la socio-économie écologique du développement au sein de l'Université Paris-Cité. Et donc voilà, c'est deux collègues doctorants qui m'accompagnent dans l'organisation de cette table ronde. J'ai juste oublié un petit mot, mais je tiens quand même à remercier les deux collègues qui se sont désistés, donc Guillaume Vallet et Marcelo Diaz Carcanolo, qui ont joué le jeu de la préparation de cette table ronde, mais encore une fois, indépendamment de leur volonté, ont dû annuler. Donc on va avoir a priori 4 temps de discussion. On va organiser ces tours de parole autour de 4 temps de discussion. D'abord sur les manières d'appréhender l'économie, nos manières d'appréhender l'économie, les faits économiques, de pratiquer l'économie en tant que science, en tant que manière de créer de la connaissance, de construire de la connaissance et de la compréhension, et de la manière dont ça contribue à définir nos objets et nos terrains d'étude. Un deuxième tour de parole sur l'enjeu des conflictualités et la manière dont ces conflictualités socio-économiques, socio-écologiques se concrétisent dans nos terrains de recherche ou sur nos objets de recherche. Ensuite, on discutera, et peut-être de manière liée, des enjeux liés aux différentes échelles de conflictualité et de déploiement des modes de développement. Et puis, on terminera sur une discussion autour du rôle que l'on peut avoir en tant qu'économiste, chercheuse, chercheur, sur
les réponses aux crises, aux conflits, aux rapports de pouvoir à travers le développement d'alternatives, de modèles à la marge des régimes macroéconomiques tels qu'ils se développent et qu'on peut les observer aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole. Alors, on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'ordre de discussion. Je ne sais pas peut-être laquelle de vous deux, mais allez, je me tourne vers Liliana. Ça vous va de présenter. Donc, sur ce premier tour de parole, on va à chaque fois prendre la parole successivement et puis ensuite interagir avec la salle avant de relancer sur un tour de parole suivant. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, merci pour cette invitation et merci pour cette excellente préparation de cette table ronde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je suis maître des conférences à l'Université de Paris 13 et je suis chercheur au CEPN. Alors, je suis équatorienne, franco-équatorienne, et ma recherche porte sur l'étude des inégalités économiques, donc des inégalités du revenu et du patrimoine, sur la mobilité économique et sociale, mais aussi sur les modèles de développement dans les pays en développement, plus particulièrement en Amérique latine. Moi, je m'intéresse de manière principale à l'étude des causes et des conséquences des inégalités économiques et j'essaie de comprendre aussi, ou ma recherche porte aussi sur l'étude des modèles de développement et ma recherche essaie de mettre en évidence que l'effet en Amérique latine, que l'effet de la proximité géographique n'implique pas forcément une convergence des modèles de développement. Ces modèles de développement ont entendu bien sûr comme un modèle de régulation et d'accumulation. Le point le plus, on va dire, principal de ma recherche s'inspire de l'approche de la théorie de la régulation, donc sur l'approche de la théorie de la régulation, et j'essaie de comprendre en fait cette spécialisation, la formation de la spécialisation économique, la formation de ces régimes rentiers d'une part, et d'autres pays de l'Amérique latine qui essayent de faire une insertion dans les chaînes de valeur globales. Et comment les politiques économiques sont différentes, que ce soit dans un régime de rentiers ou dans un régime qui a plutôt une tendance à s'insérer dans les chaînes des valeurs globales. Donc, j'essaie de montrer qu'une variable qui est très importante, donc la variable de compromis institutionnel, va d'une certaine manière essayer de façonner les différents modes institutionnels et par conséquent les modes de développement dans les pays de l'Amérique latine. Donc, d'une part. D'autre part, je m'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, à l'étude des causes et des conséquences donc, des inégalités économiques, et plus particulièrement des inégalités de revenus dans l'Amérique latine. L'Amérique latine est une région qui est malheureusement caractérisée par des niveaux d'inégalité très importantes, même si à partir des années 2000-2002, il y a eu une baisse des inégalités économiques, l'Amérique latine reste quand même une région très inégalitaire. Donc ma recherche porte justement sur l'étude des causes de ce niveau très important des inégalités et des conséquences des inégalités et des taux de pauvreté aussi très importants. Voilà, je donne la parole. Merci, oui, de toute façon, l'idée est que la parole circule, donc je transmets la parole à Rebecca. Oui, merci David, Renaud et Vinicius, merci de m'avoir invité à cette table ronde. En fait, je suis historienne de la pensée économique. Je m'appelle Rebecca Gomez-Betancourt, je suis d'origine vénézuélienne, mais ça fait la moitié de ma vie au Venezuela, la moitié en France. Du coup, maintenant, je suis franco-vénézuélienne et lyonnaise en particulier d'adoption. Et en fait, j'ai principalement 3 objets d'étude. J'ai fait ma thèse sur les banques centrales en Amérique latine, des banques centrales qui ont été créées par un États-unien qui s'appelle Edwin Walter Kemmerer dans les années 1910-1920.
Un deuxième objet d'étude qui est la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, la CEPAL, et un troisième étude, l'institution la plus grande, la plus importante d'économie féministe, qui s'appelle IAFI, International Association for Feminist Economics. Donc et ça, c'est la plupart de mes articles sont sur les banques centrales, sur la CEPAL ou sur l'association d'économie féministe et les différentes institutions liées à l'économie féministe. Et par rapport à mon parcours et à cette ouverture vers les sciences sociales dont portait aussi la table ronde, en fait, au Venezuela, j'ai suivi un double parcours d'économie et de philosophie. C'est pour ça qu'ici, à Lyon 2, je soutiens vraiment les licences bidisciplinaires, économie, sciences politiques, économie, sociologie, économie, etc. Parce que justement, en histoire de la pensée économique, mais j'imagine que c'est le cas aussi pour la socio-économie, l'économie des institutions, la plupart des collègues ont fait, d'une certaine manière, des doubles parcours ou une formation vraiment transdisciplinaire. Donc, ma recherche, elle est ouverte surtout vers la sociologie, donc sociologie des sciences, sociologie des professions, donc essayer de comprendre d'où viennent ces experts qui ont créé ces institutions, quel est le profil des gens qui travaillent à la CEPAL, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont étudié, qu'est-ce qu'elles ont étudié. Et c'est vrai que, plus concrètement, j'appartiens à deux types d'institutions, donc les associations d'histoire de la pensée économique. Il y a des associations internationales comme l'association européenne et l'association états-unienne, ou plus nord-américaine, parce qu'il y a aussi les Canadiens et c'est assez international. Et après, il y a des associations nationales en histoire de la pensée. Donc, vraiment, avec des collègues, on travaille sur comment ces associations, ces institutions, comment les revues ont été créées, comment la discipline, en particulier histoire de la pensée et l'économie féministe, se sont développées. Okay, donc, bien sûr qu'il y a plein d'enjeux de pouvoir, mais je voulais dire un mot en introduction sur mes objets d'études et les méthodes de travail. Merci, merci Rebecca. Je pense que ça permet d'emblée de poser les deux facettes de l'enjeu, à la fois sur la manière dont les rapports de pouvoir se concrétisent, dans les façons concrètes d'organiser l'économie, d'agir, mais aussi dans la manière dont ces rapports de pouvoir et ces conflits se matérialisent aussi dans la manière de construire la pensée et les représentations du monde et de l'économie. Et donc je pense que de ce point de vue-là, la discussion pourra avancer à partir de là. Et puis je transmets la parole tout de suite à Juan Barredo qui est en ligne. D'accord, donc moi c'est Juan Barredo Juriaren. D'abord, merci pour l'invitation. À Renaud, à David, à Vinicius, je suis très content de partager avec eux, mais aussi avec Liliana et Rebecca et cette table ronde. Rebecca, du coup, je la connais depuis il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est souviens de moi, mais on s'est connus à Lyon. Oui, je me souviens. Je suis professeur, je ne sais même pas, professeur assistant, je crois que c'est l'équivalent ici en Espagne, professeur assistant à l'Université du Pays Basque, et j'enseigne l'économie internationale, notamment, j'enseigne aussi l'économie du développement, mais mon terrain c'est plutôt lié à l'économie internationale. En fait, ma recherche elle est orientée à la macro-économie internationale, les aspects plutôt monétaires et financiers. Ceci dit, j'étudie les relations entre les dynamiques de croissance, les crises et aussi les aspects politiques des régulations au niveau national, au niveau régional, notamment la zone de l'eurozone, mais aussi quelques pays en Amérique latine, par exemple le Venezuela, ou des initiatives d'intégration monétaire comme le sucre il y a quelques années ou d'autres initiatives en Amérique latine. Donc pour éviter, dans la macro internationale comme dans la macro en général, il y a un danger qui est ne pas se poser les bonnes questions. Non? Je crois que ça serait un point pour débuter fondamental. Non? Je ne sais pas si c'est correct mon point de départ. En tout cas, je préfère commencer par l'évidence et
de peu en peu rentrer dans les détails. Et c'est ce que je vais faire un peu dans les prochaines minutes. L'évidence pour moi, c'est qu'on est dans un rapport dans un système économique capitaliste. Donc ça serait pour moi l'évidence. Et donc l'objectif de la science économique, de la science sociale et économique, ça serait de comprendre la réalité de ce système capitaliste. Quel est le déterminant du capitalisme? Ce n'est pas l'existence d'une ou de plusieurs marchés, mais plutôt les rapports sociaux par rapport aux moyens de production. C'est pour ça qu'il y a les classes sociales ne sont pas déterminées par la culture, ne sont pas déterminées par la race, ne sont pas déterminées par le sexe, mais plutôt par la relation avec les moyens de production. Dans ce sens-là, il y aurait des capitalistes, des travailleurs qui seraient finalement du capital variable pour l'obtention du profit. Il y aura aussi du rentier. Non? Donc ça c'est le point de départ qui détermine, à mon avis, le potentiel de faire des bonnes questions pour faire la recherche. Donc cette approche, par exemple, me permet d'identifier les relations de dépendance, les hiérarchies entre classes, entre pays, mais aussi au niveau commercial, au niveau financier, au niveau productif, qui sont essentiels pour saisir les éléments clés des sociétés les sociétés qu'on veut comprendre. Parce que c'est ça l'objectif, c'est comprendre ce qu'on voit. Il est également possible de saisir l'importance des processus historiques et des inerties de ces processus, ou de trouver un lien fort au point de trouver une grande difficulté à faire la différence entre la classe politique et la classe économique d'un pays, ou les classes économiques de différents pays. Donc, une fois on a compris ce point de départ, c'est difficile par exemple de faire ce type de différence. Dans le domaine de l'économie en tant que science sociale, et plus spécifiquement dans la sphère internationale, nous pouvons observer que l'Amérique latine partage des éléments, des caractéristiques avec pratiquement le reste du monde, qu'elle a également ses propres éléments, mais attention qu'elle est également très hétérogène en son sein, dans son intérieur. Donc, en termes de caractéristiques communes, ça serait, ça ne vous étonne pas si je dis que le continent, à quelques exceptions près, partage des cycles économiques, avec le reste du monde, des politiques assez similaires, et l'évolution générale, par exemple, de l'inégalité, même si les niveaux sont différents entre pays et entre régions. Mais nous voyons aussi des aspects spécifiques que les continents ne partagent pas avec les pays du Nord, ou même avec les pays dans la périphérie économique. Par exemple, le type de bourgeoisie, sa relation entre l'oligarchie et la classe politique, l'urbanisme et les formes de pauvreté, la gestion des ressources naturelles. Je parle de gestion des ressources naturelles ici, le choix du vocabulaire n'est pas accidentel. Donc, il y a des éléments propres à l'Amérique latine. Même si je vais rentrer un peu plus tard dans les prochaines questions plus en détail, et je voudrais poser quelques questions afin de provoquer un peu le débat par rapport à la macro internationale. Et avec ça, je finirai mon premier point. S'il existe bien un consensus sur les effets sociaux, sur les effets écologiques, sur les effets même pour l'industrie nationale dérivés des modèles extractivistes, alors comment expliquer que de nombreux pays du continent restent aujourd'hui attachés à un tel modèle de croissance? On est tous d'accord, non seulement au niveau théorique mais au niveau politique, on est tous d'accord dans les inconvénients de ce type de modèle, mais quand même, on reste attaché, on voit l'attachement fort des pays à ce type de régime de croissance. Une autre question, en rapport avec la dette extérieure, par exemple, on a vu plusieurs crises au XXe siècle des pays, en spécial en Amérique latine, par rapport à la gestion et l'éclatement de la dette extérieure. Alors, comment peut-on expliquer que même si on a observé les erreurs du dernier siècle, on tombe à nouveau et à nouveau sur les mêmes types de dettes avec des caractéristiques qui varient dans le temps et entre pays, mais avec des éléments fondamentaux qui sont très pareils. Et troisième question, déjà pour finir, pour pouvoir, on peut dire, rentrer plus dans les détails dans la deuxième question. Et si la monnaie nationale est un outil permettant
d'atteindre théoriquement des objectifs de politique nationale. Alors, comment comprendre les remplacements parfois informels seraient, mais parfois officiels de la part des pays en enlevant la monnaie nationale et la remplaçant par la monnaie qui en plus c'est la monnaie du pays dominant. Alors, c'est pour répondre à ce type de questions qu'on a besoin de l'économie politique internationale dans laquelle le conflit est fondamental. La partie du conflit est fondamentale. Et si on ne tient pas en compte les relations de dépendance, les cercles vicieux, l'histoire, alors il faudrait chercher l'explication à ce type de questions dans les termes typiques néoclassiques au mainstream. Inefficacité, politique économique erronée, les gaspillages du secteur public, les imperfections du marché, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des manières différentes d'apprendre la réalité, y compris dans l'économie politique internationale, mais le point de départ est fondamental pour se faire les bonnes questions et pouvoir identifier les phénomènes caractéristiques de ce qu'on vit. Merci beaucoup. Merci Juan pour cette première intervention assez complète, du coup, qui permet bien de voir comment ce positionnement finalement et votre manière de penser l'économie vous amène à soulever certaines questions plutôt que d'autres. Je prends le rôle suivant qui est celui aussi du coup d'intervenant dans cette table ronde, et donc pour à mon tour présenter brièvement mes recherches et la manière dont ma démarche d'économie politique ou de socio-économie écologique du développement m'amène à appréhender mes objets de recherche. Donc je suis effectivement issu d'une formation en économie au sein de l'université Grenoble-Alpes, donc qui est traditionnellement quand même plutôt une formation en économie hétérodoxe, économie politique, et ça m'a amené très vite donc à m'intéresser aux enjeux notamment de développement du point de vue de l'économie politique, avec quelques caractéristiques clés, notamment le holisme méthodologique, ou plutôt aujourd'hui en me raccrochant aussi aux apports de la socio-économie écologique, qui est un sous-champ disciplinaire au sein des sciences sociales et de l'économie, de prendre toujours en compte une hiérarchie ontologique particulière avec finalement la biosphère, l'humanité, puis dans cette humanité des sociétés, et à l'intérieur de ces sociétés des modes d'organisation de l'économie. Donc voilà, des éléments comme ça qui, à travers la formation progressive d'un parcours et d'une démarche d'économie, m'amènent à avoir cette démarche qu'aujourd'hui j'identifie d'économie politique hétérodoxe. Donc d'abord une hiérarchie ontologique, des références et une prise en compte de la complexité du réel, qui s'accompagne aussi de la prise en compte d'une forme, en tout cas d'une appréciation des incertitudes comme des incertitudes radicales, c'est-à-dire qu'on est très mal outillé pour prédire l'avenir, puisqu'on reconnaît des indéterminations sociales et aussi des indéterminations écologiques. On n'est pas capable de prévoir comment évolue un système socio-écologique complexe, et donc ça amène aussi à une certaine modestie par rapport à la manière dont nos analyses du passé et du présent nous permettent éventuellement de prédire, ce que souvent des économistes aussi aiment bien faire, prédire l'avenir. La prise en compte, évidemment, et c'est au cœur de la table ronde aujourd'hui, des rapports de pouvoir dans l'ensemble et des asymétries dans l'ensemble des analyses économiques. Le fait d'assumer une posture parfois normative, c'est-à-dire sans prétendre prévoir l'avenir, être capable de formuler aussi des formes d'appréciation, de recommandations sur les trajectoires possibles, sur les scénarios possibles pour l'avenir, et c'est quelque chose d'assez différent. Et en opposition, réfuter l'hypothèse de neutralité dans la production de connaissances et dans l'analyse économique. Donc ça, c'est vraiment pour moi des éléments qui sont très très structurants de la manière de faire de l'économie. Et j'en viens peut-être donc au dernier point, qui est celui essentiel de la contextualisation de la recherche. Les recherches que je produis sont sans cesse très ancrées au terrain, à la réalité sociale. Et donc ça m'amène à mon objet de recherche, en tout cas celui à partir duquel je pars aujourd'hui, qui est celui du coopérativisme paysan, c'est très précis, coopérativisme paysan au Nicaragua en particulier, donc petit pays d'Amérique centrale. Donc l'essentiel de ma recherche sur ce pays et sur ce phénomène coopératif est finalement d'essayer de comprendre pourquoi, d'abord, les paysans et les paysannes continuent et ont continué, notamment dans des années un petit peu
peu plus difficile du point de vue du mouvement coopératif dans les années 90, de s'organiser en coopérative, et puis comprendre finalement quel est le projet sous-jacent, quelle est la vision sous-jacente de l'évolution économique et de l'évolution de leur propre trajectoire de développement, depuis le point de vue des paysans, paysannes organisés, pour mener des actions collectives et essayer de défendre leurs propres intérêts dans un contexte macroéconomique qui leur est bien souvent défavorable. Voilà. Des petits producteurs et productrices paysannes latino-américaines ne pèsent pas lourd sur les marchés mondiaux de l'agroalimentaire. Pour aller vite et imager un petit peu plus cette introduction. Ayant dit ça, faire le lien entre cette posture dont j'ai parlé et puis finalement cet objet de recherche, il me semble que ma démarche d'économie politique hétérodoxe a eu plusieurs conséquences très très directes sur la manière dont j'ai appréhendé ce terrain-là en particulier. Et le terrain dont je parle, donc c'est un terrain sur lequel je travaille depuis un peu plus d'une dizaine d'années, en fait depuis le travail de doctorat, avec un premier terrain réalisé en 2012-2013. D'abord, et premier point, puis ça fera le lien avec la conférence inaugurale de ce matin que j'ai trouvé très très intéressante sur le changement de perspective et la vision du Sud, sur ce qu'a été le processus de nationalisation de l'exploitation pétrolière en Amérique latine, mais l'importance de l'analyse socio-historique. Alors on est économiste, on a été formé comme des économistes, mais en fait on se rend très vite compte, il me semble, quand on se confronte à des objets tels que celui que je viens de décrire, que sans une perspective socio-historique et sans appréciation des trajectoires d'évolution sur le temps long des contextes dans lesquels et sur lesquels on travaille, ou de l'évolution, j'imagine, aussi de la pensée économique sur le temps long, on n'arrive pas à comprendre grand-chose du présent. C'est un premier élément, et certes, dans nos formations d'économistes, on a parfois des cours d'histoire des faits économiques et sociaux ou d'histoire de la pensée, mais ça reste une portion congrue. Et pourtant, dans notre capacité à comprendre et à proposer des éclairages, il me semble que c'est absolument fondamental. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette ouverture aux sciences sociales dont j'ai parlé, pour moi, elle se concrétise aussi par des emprunts à la boîte à outils des sociologues, autour notamment de la démarche compréhensive, du travail à partir d'entretiens, d'observations, et de l'importance donnée au sens que les acteurs et les actrices elles-mêmes donnent à leur expérience, à leur vécu. Et tout ça, dans le cadre de mon travail, ça m'a amené à requalifier finalement la réalité que j'observais. Je pensais aller étudier le système coopératif, voilà, quelque chose d'assez désincarné, un système coopératif. Il y avait des coopératives qui étaient intégrées à différentes échelles territoriales. Et puis finalement, en interagissant, en observant, en réalisant des entretiens, en se confrontant au terrain, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un système coopératif, mais c'est un mouvement, au sens d'un mouvement sociopolitique, avec une identité, on se reconnaît en tant que paysans et paysannes, avec des intérêts collectifs peut-être qui sont partagés. On se reconnaît à travers une opposition aussi, qui se construit d'ailleurs socio-historiquement sur le temps long, mais il y a l'histoire de la révolution sandiniste derrière, il y a l'histoire de l'impérialisme américain, il y a l'histoire des dictatures et des régimes autoritaires, et donc tout ça construit aussi l'identité autour de cette opposition à certaines représentations du monde, et notamment au processus de globalisation néolibérale dont ces paysans et ces paysannes ont conscience d'être des perdants finalement et des exclus, d'être en marge et d'avoir très peu de chances finalement de s'en sortir individuellement. Et puis enfin, un projet aussi un peu alternatif qui est là aussi partagé, qui est à travers l'organisation coopérative, à travers aussi, pour faire le lien peut-être avec ce que disait Juan, la mise en place de rapports sociaux de production un petit peu différents à travers des organisations démocratiques du travail et de la production, une coopérative. Et finalement, voilà, ces éléments-là, de reconnaissance un peu d'une identité commune, d'un projet alternatif de développement, constituent un mouvement sociopolitique qui est le mouvement coopératif. Et du coup, c'est plus du tout la même chose d'étudier un système coopératif ou un mouvement coopératif. Voilà, je termine là-dessus sur ce premier tour de parole, mais pour moi, c'est vraiment, voilà, quand je pense à ce que fait ma démarche d'économie politique sur ma manière de définir mes objets de recherche, c'est un point de... Peut-être je peux dire un mot dans ton sens et par rapport aussi aux interventions de Juan et de Liliana, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie féministe,
Et avec une co-autrice, on a commencé avec une question plus large sur la discipline, économie féministe, sur les thèmes étudiés, les méthodes utilisées en économie féministe. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la recherche, et justement à partir des entretiens, quand on a fait justement ce que nous, historiens, on appelle les terrains, c'est-à-dire soit nos archives, soit des entretiens, et du coup on a interviewé par exemple, c'est une association et c'est une discipline assez récente quand on les compare avec d'autres sous-disciplines en économie. L'association a été créée en 1990, la revue Économie féministe en 1992. Du coup, on a 27 présidentes, parmi lesquelles 25 sont vivantes. On les a interviewées toutes, les 25. La question de recherche qu'on s'est posée au début, ça s'est complètement transformé. Grâce justement à cette méthode qui vient principalement de la sociologie et qu'on apprend et dont on voit aussi les limites parce que certaines ne se rappellent pas très bien et on rentre beaucoup sur des aspects personnels. Au début, on ne savait pas trop quoi faire. Et c'est vrai que les méthodes, quand on n'a pas un parcours et quand on ne suit pas une méthodologie typique de l'économie mainstream, très orthodoxe, très appliquée, où il y a des formules et des recettes qu'on doit appliquer et on ne peut pas sortir du cadre, là, quand on se laisse la chance dans cet échange, dans cette confrontation avec les acteurs, les actrices, de modifier la question, de modifier les hypothèses, au fait, le résultat est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe. L'histoire qu'on va raconter, dans mon cas, parce que c'est l'histoire, elle va être beaucoup plus large, finalement, et transformée grâce à la méthode et à la confrontation avec les actrices et les acteurs. Peut-être, mais c'est aussi pour vous repasser le relais ou vous relancer, peut-être Liliana et Erwan, mais peut-être autour justement de cette question-là, de la manière dont la confrontation à nos objets de recherche concrètement, entre les premières questions qu'on se pose, et puis le fait de s'y confronter concrètement, des fois par le terrain ou des fois par les archives, fait évoluer ces questions. Effectivement, moi ça m'a fait penser, lorsque je commençais à m'intéresser à l'étude des inégalités en Amérique latine, donc c'était au début des années 2010, à l'époque, c'était très à la mode tous les travaux de Piketty qui mettaient en évidence donc cette augmentation des inégalités, notamment aux États-Unis et partout dans la plupart des pays industrialisés. Alors c'était assez paradoxal puisqu'à la même époque, tandis que les inégalités augmentaient dans la plupart des pays industrialisés, ces inégalités de revenus diminuer dans les pays de l'Amérique latine. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question, mais comment ça s'est fait que ces inégalités du revenu diminuent justement dans cette partie du monde qui est caractérisée par une forte concentration du revenu, par des inégalités très fortes, alors qu'en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans les pays industrialisés, ces inégalités augmentent. Donc ma recherche démarre à ce moment-là. Et il est vrai qu'à ce moment-là, la question était de savoir qui mesure les mieux les inégalités. Est-ce que l'on utilise des données issues des enquêtes, comme ça a été traditionnellement fait, ou est-ce qu'on utilise des données, c'est ça qui avait mis à jour les travaux de Piketty, des données administratives. Donc, je me suis rendu compte que la plupart des recherches à l'époque, en fait, se focalisaient dans l'étude des inégalités, mais tout s'était concentré sur les types de données qu'on allait utiliser. Donc c'était une espèce une sorte de concurrence parmi les chercheurs. On s'est dit, j'ai réussi à avoir accès aux données administratives, donc je vais mieux mesurer les inégalités, comme les travaux de Piketty, ou d'autres études qui se focalisaient ou qui utilisaient des données issues des enquêtes. Et on laissait derrière la question principale. Et la question principale, c'était de savoir, mais pourquoi ces inégalités se sont formées. Et donc, on laissait derrière toute la question des rapports sociaux, des productions dans la formation des inégalités. Et on s'est focalisé donc dans l'utilisation, dans les types de données à utiliser. Bon. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'ensuite, une fois que dans ma recherche, j'essaie de faire les liens entre les causes des inégalités économiques
que ce soit du revenu ou du patrimoine, et les modes de développement. En essayant d'analyser les spécialisations, les spécialités économiques de chaque pays en développement, notamment en Amérique latine. Est-ce que c'est un pays plutôt rentier, c'est-à-dire basé sur l'exploitation des ressources primaires, ou est-ce que c'est plutôt un pays diversifié qui essaie donc de s'industrialiser, de s'insérer dans les chaînes globales de valeur? Et ensuite, d'essayer de comprendre les politiques économiques qui sont associées à ce type de spécialisation économique. Est-ce que ce sont des politiques d'ordre néolibéral, on va dire, ou des politiques économiques plutôt focalisées sur une redistribution du revenu. Donc on se rend compte que ce n'est pas forcément lié, cette spécialisation économique et l'orientation des politiques économiques en fonction des pays, malgré la proximité géographique des pays latino-américains. Merci. Je propose que sur chaque tour de discussion, d'abord, Juan et Vinicius, n'hésitez pas à me faire des signes. J'essaye d'être attentif, mais j'ai aussi le chat devant moi. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas par divers moyens à vous manifester. Je propose aussi, donc ils le veulent, à David, Vinicius, et puis à la salle, sur ce premier tour de discussion, à une petite interaction, et puis avant qu'on enchaîne, tout simplement, sur la suite. Et on a des micros si besoin. Pas d'envie de discussion tout de suite. Je rouvrirai la parole régulièrement et puis à la fin de toute façon, mais voilà, peut-être des fois il y a des rebonds ou des envies de répondre au tac au tac. Mais cette question que soulevait Liliana sur la question du pourquoi les inégalités et finalement quelles sont les structures qui produisent l'inégalité, là est l'enjeu et le lien avec les modes de développement. Il me semble que ça permet aussi une forme de transition, en tout cas, avec la deuxième question qu'on s'est posée, on va dire collectivement, pour essayer de structurer cette discussion, autour de la manière dont finalement, à partir des objets de recherche qu'on a présentés, des manières de faire de l'économie qu'on a présentées, se matérialisent, se concrétisent dans nos recherches des rapports de pouvoir, des rapports de domination, des rapports de force, des situations conflictuelles, et donc à partir finalement de nos objets, de nos perspectives, la manière dont, dans nos recherches, on voit émerger ces structures-là, rapports de pouvoir, structures sociales, qui, en partie, certainement, contribuent à expliquer les inégalités, les crises et d'autres contradictions liées à l'organisation de nos modes de production. Et je repasse la parole, alors, dans l'autre sens cette fois-ci, vu que Liliana... Oui, très bien. Dans ma recherche, j'ai quelques exemples où j'ai vu des rapports de force, des rapports de pouvoir très, très marqués. Par exemple, en étudiant l'impact qu'ont eu les différentes missions kéméraires, donc cet États-Unien qui est allé en Amérique latine, soit réformer, soit clairement créer les banques centrales, d'Équateur, Bolivie, Pérou, Chili et Colombie, donc 5 pays en Amérique latine, pendant un moment où on n'avait pas encore les institutions internationales, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Banque mondiale, avant les Fonds monétaires internationaux, on avait des experts, donc pendant l'ère progressiste aux États-Unis, qui partaient soit tout seuls, soit en mission, apparemment indépendants. Donc ils partaient aider à réformer, conseiller, donner leur avis de comment considérer si c'est pas une épicerie, mais une banque centrale, ça c'est la contrôlerie, ça c'est un institut pour collecter les impôts, ou c'est pas du tout une institution conforme aux règles internationales. Donc dans ces missions, il y a eu, aujourd'hui on le sait, et en plus, grâce aussi aux travaux des sociologues, des historiens économistes en fait, et aussi des historiens de l'Amérique latine. Il y a eu une manière de recevoir ces missions selon les différentes classes sociales et selon les différents... on l'appelle aujourd'hui des groupes d'intérêt, selon les intérêts économiques et sociaux par rapport à ce que disait l'expert.
Donc il y avait un groupe en particulier qui était très favorable à ce type d'émission, c'était les groupes qui prenaient en charge toute l'exportation des matières premières et qui voulaient la stabilité de la monnaie. Donc la recette typique basée sur la théorie quantitative de la monnaie marchait très bien pour toutes les personnes liées à l'exportation de produits primaires. Par contre, il y avait des intérêts locaux qui s'opposaient vraiment à ces missions, qui ne voulaient pas suivre les conseils de l'expert, mais comme il venait de l'université de Princeton, comme apparemment il était indépendant, comme il avait participé à la création de la Réserve fédérale américaine en 1913, il y avait tous les pédigris, toute l'expérience pour faire confiance. Finalement, il y a des pays comme la Colombie où pendant longtemps, au moins jusqu'aux années 1960, alors qu'il était en 1923 et en 1930, ils sont restés quand même dans la doctrine kéméraire. Donc on l'appelle money doctor, c'est vraiment une notion très 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 particulière, très chargée des connotations politiques et économiques aussi. Donc je viens soigner, je viens réparer, je viens vraiment mettre la garantie de que c'est une bonne banque centrale et que ça va fonctionner. Donc là, je vois un premier exemple des rapports de force très 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 nets et qui a été étudié par des économistes, par des sociologues et aussi par des historiens. Un autre exemple, c'est dans une recherche récente que je fais avec des doctorants et avec des collègues comme Guillaume Vallée, justement, on travaille ensemble sur ça, c'est les mouvements aux États-Unis qui s'appellent Home Economics. Donc, on traduit en français économie domestique, économie du foyer. Donc, à un moment donné, dans les universités aux États-Unis, ils sont créés à côté du département d'économie, à l'université de Chicago, à l'université de Berkeley, dans plusieurs universités, un autre département qui s'appelait le département de Home Economics. Bah là, c'était les refuges pour les femmes économistes qui avaient fait un doctorat à Chicago, un doctorat à Berkeley, qui avaient travaillé avec les mêmes directeurs de thèse que ses collègues hommes, mais qui n'avaient pas suffisamment les statures, les niveaux pour pouvoir être prises dans un département d'économie. Au fur et à mesure que les années se sont passées, pour certains cas, en particulier une économiste, home économiste, mais aussi une économiste de l'université de Chicago, Hazel Kirk, elle est à un moment donné, donc son premier poste en 1925, c'était dans le département de Home Economics, et elle a dû attendre jusqu'en 1939 pour être recrutée aussi, donc elle a conservé son poste en Home Economics Department, dans le département d'économie à Chicago. Donc là, pareil, on voit d'une manière très claire, alors qu'on l'oublie dans l'histoire, les Home Economics, ça n'a pas beaucoup été étudié en histoire de la pensée économique, donc c'est pour ça qu'on a ces programmes de recherche collectifs, comment on arrive tout le temps à avoir des rapports de pouvoir, des rapports de force très clairs et dire, bon, allez, on va créer ces départements, comme ça on met toutes les femmes économistes là et la question est résolue. Merci. Je transmets directement la parole sans transition à Liliane. Si je reviens sur l'étude des inégalités, dans la plupart des cas, où la plupart des études s'intéressent, classiques, on va dire, aux inégalités à une seule variable qui est le revenu. Le revenu ou le patrimoine. Donc on s'intéresse aux inégalités, donc on fait des liens en lien direct avec les inégalités du revenu, les inégalités des patrimoines. Mais il faut savoir aussi que l'Amérique latine, certes, c'est une région qui est caractérisée par un niveau d'inégalité économique très importante, mais il y a aussi des inégalités au niveau territorial. Au niveau territorial, des inégalités économiques, sociales entre les villes, et les principales villes et les secteurs ruraux, où, par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé est beaucoup plus précaire que dans les villes, dans les grandes villes. Aussi, il y a un autre type d'inégalité qui parfois on ne tient pas compte, c'est à l'intérieur des villes. Des inégalités économiques, sociales,
entre les quartiers dits favorisés et les quartiers ou les zones périurbaines. Les inégalités de genre aussi. En Amérique latine, par exemple, 64% des femmes ont un taux de pauvreté très important, en moyenne. Dernièrement, dans mes recherches, donc, et c'est un peu la tendance, on va dire, on tient compte aussi des inégalités, si on reprend l'expression utilisée par la CEPAL, de la condition ethnique et raciale. Donc on s'intéresse à l'évolution des inégalités chez la population indigène dans certains pays de l'Amérique du Sud et chez la population métisse. Donc, au-delà du revenu, les inégalités comportent de nombreuses variables qui doivent être prises en compte, que j'essaye ou que les chercheurs hétérodoxes essayent de prendre en compte pour comprendre cette mécanique contemporaine de l'évolution des inégalités. Donc, je pense que c'est un apport aussi qui est important. On s'intéresse, la recherche hétérodoxe ne s'intéresse pas uniquement à cette évolution économique du revenu et du patrimoine, mais aussi à d'autres types d'inégalités. Voilà. Ça me fait penser, alors là je garde mon rôle de facilitateur de la discussion, mais en fait je pense aussi, aussi aux pays dont vous êtes originaire, mais plus généralement à l'ensemble de la cordillère des Andes et ou de l'Amérique latine, mais on a quand même des modèles de développement et de croissance et des régimes politiques qui ont été aux prises avec cet enjeu de la multiculturalité très forte que vous avez un petit peu introduite autour des conditions ethniques, raciales. Et je pense que j'ai l'impression que c'est très très en lien en fait avec les enjeux de, alors vous l'avez pas dit dans ces mots-là, mais pour moi de justice spatiale, d'accès aux ressources, d'accès aux services, selon les endroits où on vit. Est-ce que on est une communauté quechua voilà, sur la cordillère à 2 ou 3 heures de Quito, ou est-ce qu'on est une population urbaine et c'est ça que je disais tout à l'heure, l'accès à l'éducation, à la santé est fort différente dans des zones périurbaines, dans les secteurs ruraux, que dans les grandes villes ou dans les secteurs urbains. Merci. Je transmets du coup la parole peut-être à Juan Barredo. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Je vais revenir un peu, remonter au niveau macro, mais toujours, comme Liliana disait, toujours en essayant de ne pas me centrer sur la question sur l'inégalité, en faisant le parallélisme avec Liliana. Elle parlait sur l'intérêt spécial, sur voir quelle était la meilleure méthode pour voir si l'inégalité augmentait de 10% ou 20% ou si elle diminuait. Et je trouve un truc un peu pareil au niveau de la macro internationale et plutôt au niveau de la théorie, les différentes théories de la monétaire internationale, sur la stabilité monétaire internationale. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé dans la thèse, mais que j'ai retrouvé dans mon cours d'économie internationale. Et à l'heure d'expliquer aux étudiants les grandes évolutions du système monétaire international, on voit, je vous fais un petit rappel, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, la fin de Bretton Woods, la fin officielle de Bretton Woods mène à une nouvelle situation dans laquelle théoriquement chaque pays aurait l'avantage de pouvoir mettre en place des politiques économiques nationales poursuivant les objectifs nationaux comme plein emploi, réduction de la pauvreté ou d'autres objectifs. Non, ça serait la théorie qu'on devrait trouver en essayant de simplifier un peu pour des motifs de synthèse tout le temps. Mais après, c'est vrai qu'on commence à voir des petits nouveautés dans la théorie mainstream. Il y en a par exemple qui commencent à admettre dans les années 90 que
ok, les petits pays, et les pays qui sont petits et ouverts auront un intérêt à ne pas laisser flotter la monnaie, mais plutôt l'ancrer à la monnaie d'un grand pays, du pays avec lequel on a les relations commerciales et financières plus fortes. Donc moi je pense à un petit pays du Caraïbe et ses relations avec les États-Unis. Ça serait l'exemple paradigmatique, non, mais pas seulement. Mais à partir de là, on voit une évolution qui a enriquecido et a enrichi la théorie même orthodoxe. Donc il y a des auteurs orthodoxes, par exemple Reinhard Rogo, qui ont commencé à admettre que loin de ce cadre simple dans lequel les pays laissent flotter le monnaie ou ancrent fortement leur monnaie, et ils sont normalement ils enchaînent des régimes d'échange et dans le temps qui changent normalement à partir d'une crise. Donc il y a une crise qui interrompt un régime d'échange et qui met en place un autre régime d'échange. Mais donc les pays ils mettent en place un ensemble d'instruments dérivés de la politique monétaire et budgétaire nationale, soi-disant souveraine, pour garantir la stabilité de l'économie nationale par rapport au reste du monde. Donc, pour garantir la stabilité de son insertion dans les chaînes de valeur globales. Donc, théoriquement, on a la liberté de mettre en place des politiques économiques librement, mais dans la réalité, il y a des facteurs qui obligent ou qui mènent au pays, généralement le pays en développement, au pays périphérique, à encadrer ou à soumettre leur instrument des politiques économiques à garantir la stabilité dans les relations avec les pays dominants. Donc, la théorie orthodoxe avait des problèmes pour expliquer ça, parce qu'il y avait des facteurs liés au rapport de force et aux questions de dépendance qu'ils ne savaient toujours pas intégrer dans leurs travaux. Alors qu'il y a des courants plutôt, on dirait la courante marxiste, la courante post-keynésienne, ou la courante, déjà un ensemble d'approches à l'intérieur de l'économie politique internationale, qui n'avaient pas de problème à intégrer ce type de facteurs, parce que leur point de départ était complètement différent, et parce que le conflit était déjà dans leur explication depuis la base. Donc, c'est à partir de ce type de la prise en compte de l'éléments des caractéristiques politiques, et quand je parle de politique, je parle directement des conflits, qu'on commence à comprendre quelque chose de l'Amérique latine et pourquoi, malgré la théorie, elle n'est pas si libre que ce qu'on présente, non? Et pour ça, je voulais présenter 3 graphiques très courts que j'ai mis dans un PowerPoint. J'ai essayé de partager l'écran, c'est pas possible pour l'instant. En tout cas, Renaud, je t'ai envoyé un courriel sur ton Gmail, sur ton le mail que tu m'as envoyé ce matin. Je ne sais pas si c'est possible comme ça. Mais bon, en tout cas, ce sont 3 graphiques qu'on a développés avec mon co-auteur d'un article qui va paraître en novembre en Research in Political Economy, dans lequel on étudie les différentes alternatives d'intégration commerciale, monétaire dans le continent ou dans la région plutôt d'Amérique latine et l'échec des différentes initiatives, et on cherche les raisons de ce type d'échec alors qu'on propose finalement quelques alternatives d'intégration avec plus de potentiel. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Ah oui, maintenant oui. Laisse-moi chercher le PowerPoint. Ah, il n'est pas là parce qu'il n'est pas ouvert. Maintenant oui. Donc, si on reste sur la statistique, sans rentrer dans les questions politiques et des dominations internationales, on ne pourrait pas comprendre la marge très faible de liberté ou de la marge de manœuvre que le continent et chaque pays dans le continent a pour
essayer de mieux configurer son rôle dans l'économie internationale et pour laisser des places pour d'autres expériences plus autonomes en dehors de la logique capitaliste. Donc, le premier graphique qui fait référence à, c'est un graphique assez simple. Hein. Dans l'axe horizontal, on voit, déjà, on analyse deux évolutions de 2000 à 2018. Axe horizontal, on voit l'évolution dans certaines régions des exportations de biens de haute technologie et qualification. Et axe vertical, ça serait le taux de croissance considéré ici comme un indicateur de succès et dans le cadre de la logique d'accumulation capitaliste. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, on voit d'abord une relation positive, même s'il faudrait travailler plus en détail ce graphique. Et où l'on trouve l'Amérique latine? Ici en bas, à gauche, je ne sais pas si vous voyez le curseur. On voit très en bas l'Amérique latine avec une évolution très faible de ses exportations au niveau de qualification et de sophistication liée à un taux de croissance annuel assez faible par rapport à d'autres régions. Notamment le cas opposé, ça serait la Chine, qui a fortement investi dans le upgrading, dans l'amélioration du type de biens et services qu'elle produit. Et on voit, en termes de taux de change, on voit un résultat beaucoup plus positif. J'insiste, il faudrait mieux détailler, et même pour commencer, la relation causale, la relation de causalité entre les deux variables, mais aussi d'autres facteurs qui pourraient intervenir. Et deuxième table, pour montrer un autre aspect. Le faible niveau d'évolution de commerce intra-régional de l'Amérique latine et du Caraïbe, et je crois que c'est l'année 2000, de 1995 à 2020. Donc on voit que par rapport à d'autres régions, on voit un faible niveau de commerce intra-régional. Alors, on doit expliquer pourquoi. Pas seulement le numéro, la chiffre, on doit expliquer pourquoi. Et pour ça, on doit comprendre des raisons politiques et comment les relations économiques se sont configurées au niveau de chaque pays, mais au niveau du continent et par rapport au reste du monde. Et peut-être qu'on pourra observer qu'avec une perspective historique, que la croissance de chaque pays a été orientée vers l'extérieur, en général, pour la plupart des pays de l'Amérique latine. Et pour finir, un petit tableau qu'on faisait. Ici, on voit des différents pays dans l'axe tout en haut et avec l'évolution avec les années en vertical. Et en gris, on a les périodes d'inflation. En noir, on a les périodes de déflation. Qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit que dans les années 70, 80, on a plusieurs phénomènes d'inflation et même hyperinflation. Et donc, a-t-on réussi à partir des années 2000 à stabiliser la monnaie et même le niveau de prix et à éviter ces périodes d'inflation afin d'assurer la stabilité, d'attirer les capitaux internationaux, de promouvoir le commerce du pays avec le reste du monde? Oui, mais on voit aussi une multiplication de périodes de déflation. D'accord? Donc, on doit tenir en compte, à nouveau, je reviens sur les relations politiques et même la relation de dépendance idéologique, parce qu'à partir des années 90, dans la plupart des pays en Amérique latine, on établit les appelés inflation targeting, qui est finalement une stratégie ou un type de politique monétaire importée des pays développés avec leur réalité complètement différente. Donc, si l'on veut comprendre pourquoi les pays, spécialement ici dans ce cas d'Amérique latine, les pays sont dans une relation, par exemple, au niveau monétaire, si on veut comprendre pourquoi les pays sont fortement ancrés aux références extérieures,
Et peut-être on doit comprendre les relations complexes au niveau commercial, financier et productif, et aussi trouver la raison historique et politique qui leur a mené à ce type de dépendance forte. Donc, on voit à nouveau le différent potentiel des différentes théories économiques en fonction des outils de base à partir dont elles commencent. Oui, juste pour aller dans le sens de Juan, parce qu'il a commencé en parlant de théorie de la stabilité monétaire internationale, et en particulier les théories très orthodoxes que nous apprenons dans les cours standards d'économie internationale ou de macroéconomie monétaire internationale. En fait, par exemple, je pense à ma période d'études, fin du 19e siècle, début du 20e, la théorie monétaire standard, c'était quand même la théorie quantitative de la monnaie. Les régimes monétaires idéal, c'était les talons or. Et quand tu as commencé ton intervention, tu as dit, quand on voit ces cours, si les étudiants, ils suivent que ces cours, ils vont rien comprendre, par exemple, ce qui se passe en Amérique latine. Je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même aussi étudier ça. Parce que si jamais on fait un cours en macroéconomie monétaire internationale et on ne voit que les spécificités historiques, les questions politiques, et qu'ils connaissent rien, par exemple, à l'étalon or, à la théorie quantitative, à Reinhard et Rogoff, etc., après les contrastes, tu vois, c'est très compliqué pour suivre, pour faire des comparaisons internationales, pour avoir des repères. En fait, la difficulté, ou une des difficultés, c'est que quand on travaille sur l'Amérique latine en particulier, mais je pense que c'est vrai pour tous les pays, mais pour l'Amérique latine en particulier, il faut faire les deux. En fait, je pense qu'il faut faire beaucoup de TQM, beaucoup d'écoles standards, beaucoup de théories des zones monétaires optimales, et je ne sais pas quoi d'autre, voilà. Et aussi, comme tu l'as dit, prendre en compte les contextes historiques, les spécificités de chaque pays, les trajectoires, les questions politiques, etc. Mais je sais pas. Tout à fait d'accord, je me suis mal exprimé. Non, c'est juste pour aller dans ton sens. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera et qu'on pourra partager, cette nécessité, bien que s'inscrivant dans une démarche d'économie politique, finalement, de transmettre aussi à nos étudiants les différentes manières de se représenter l'économie et le monde, de manière à s'outiller pour comprendre à la fois les évolutions passées, présentes et à venir. Oui, juste, bien sûr. En fait, en écoutant ta présentation, je fais les liens. Il y a une large part de la littérature qui s'accorde donc sur une certaine spécificité de l'Amérique latine par rapport à l'Asie, par exemple, et sur le fait que le travail informel est très important en Amérique latine, que les inégalités sont très importantes en Amérique latine, qu'il y a un faible niveau de productivité en Amérique latine, mais surtout que la mise en place de certaines politiques économiques est limitée par rapport au contexte international, notamment par rapport à l'insertion des pays latino-américains dans les commerces internationaux. Et donc, ça me fait penser les tableaux que tu as montrés, les derniers tableaux que tu as montrés, non, l'avant-dernier tableau que tu as montré, comment cette insertion commerciale, donc, parce que tu montres les pourcentages des exportations dans les commerces, je ne sais pas si tu peux les... Voilà, c'est les pourcentages des exportations donc, dans les commerces internationaux. Donc, comment ces rapports, cette insertion commerciale des pays latino-américains vont d'une certaine manière, conditionner les politiques économiques qui vont être mises en place dans les pays latino-américains. Donc, la mise en place est quelque sorte limitée en Amérique latine. La mise en place des politiques économiques est limitée en raison du contexte international, de les structures productives des pays, de ce faible niveau de productivité. Donc, une large part de la littérature qui s'accorde sur ce type de spécificité des pays latino-américains. Mais pourtant, les modes de développement, ils ne sont pas homogènes.
Donc c'est une région qui va se caractériser par justement cette hétérogénéité des modes de développement, des modes de production. Et du coup, pour essayer de faire une transition, là aussi, avec du coup un retour sur les objets de recherche que sont les miens aussi au Nicaragua, et donc une spécificité parmi cette hétérogénéité de régime de croissance, de mode de développement au Nicaragua, et peut-être aussi faire le lien à travers comment concrètement, dans le corps social, ces difficultés peut-être d'insertion dans les chaînes de valeur mondiales, la question de l'intégration régionale aussi que ce tableau montre, hein, l'intégration régionale qui est finalement plus faible en Amérique latine et aux Caraïbes, que dans des régions comme l'Europe, hein, dans lesquelles près de 70% des échanges commerciaux se font intra-région, c'est-à-dire entre pays européens. Et donc on a ces grands contrastes-là. Ça m'amène du coup à interroger ces questions-là, moi, du point de vue de mes paysans et de mes paysannes organisés en coopérative, et donc forcément il y a un gap, mais néanmoins ces questions-là sont posées. Et du coup, je reprends un petit peu mes notes dans le désordre, mais de manière à faire cette transition. Sur la question de la matérialisation des conflits et des rapports de pouvoir, un des éléments centraux qui ressort à la fois de l'observation des formes d'organisation, mais aussi des entretiens et de la manière dont l'organisation collective est un moyen de lutter contre une position défavorable dans les chaînes de valeur internationales, on retrouve cette question-là de ce rapport ambivalence finalement au marché, et en particulier ici au marché de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que en Amérique centrale, donc pour des paysans et des paysannes avec un accès limité à la terre, un accès limité au capital productif, les conditions d'accès au marché sont extrêmement difficiles, à la fois des conditions d'accès à des marchés nationaux, puisque mise en concurrence sur des marchés nationaux, y compris locaux, avec des produits importés depuis des pays de la région, mais surtout de l'Amérique du Nord aussi beaucoup, notamment je pense aux produits carnés, à la viande de poulet, donc on a des exemples qui remontent du terrain de volonté. Voilà, le poulet, les œufs sont une source d'alimentation importante dans le régime alimentaire de base au Nicaragua. Et donc, produire sa propre viande, c'est quelque chose de normal. Par contre, la produire pour la vendre sur un marché, ça devient très très compliqué parce qu'on se retrouve en concurrence avec des producteurs étrangers, notamment aux États-Unis, qui produisent à grande échelle et qui sont capables d'exporter donc ces produits-là sur les marchés nationaux latino-américains à des prix qui sont bien plus concurrentiels. Donc il y a ce premier élément-là dans la manière dont se matérialisent en fait ces rapports de force, mais du point de vue très très économique. Et puis comment ensuite ça s'incarne dans les représentations même et les projections qu'ont ces paysans et ces paysannes. Ce qu'on va retrouver dans les discours en fait une contradiction, une forme d'ambivalence entre la volonté de s'organiser collectivement pour mieux jouer le jeu de la concurrence et des marchés internationaux, se dire finalement nous aussi on veut produire des poulets et être concurrentiels. Alors de ce point de vue-là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais nous on veut produire du café et être concurrentiel sur le marché international, on veut produire du cacao, on veut aujourd'hui, et encore en avril, quand je suis retourné au Nicaragua cette année, le discours sur aujourd'hui on a envie d'exporter du frijol negro, donc des haricots qui sont une base de l'alimentation au Nicaragua, mais dans d'autres pays de la région aussi. Et donc voilà, comment on s'insère dans ces chaînes de valeur internationales. Et donc tout l'enjeu est là, puisque pour générer des revenus monétaires, qui est aussi une volonté de ces paysans et ces paysannes, d'une certaine manière, ils n'ont pas le choix que de participer à des marchés internationaux, à une forme d'organisation de l'économie dont eux-mêmes n'ont aucune influence sur la définition des règles. Et donc là, on est bien dans la confrontation, à mon avis, de ces rapports de pouvoir, et à une échelle très différente, mais peut-être, et ça fera lien avec la question suivante d'ailleurs, mais peut-être, à mon avis, qui se rapproche aussi de ce que vous exprimez à partir de vos approches plus macroéconomiques. Et de l'autre côté, ces paysans et ces paysannes cherchent aussi à s'organiser collectivement, non pas pour améliorer leurs conditions d'insertion sur les chaînes de valeur internationales, mais pour ne pas nécessairement à y avoir recours, pour produire et reproduire leurs conditions matérielles d'existence, les conditions de la vie, tout simplement, et les conditions de leur vie, autour d'enjeux liés plutôt ici à la souveraineté alimentaire et donc à la capacité à produire et à s'organiser collectivement pour produire ce dont ils ont besoin pour vivre, sans dépendre des marchés internationaux. Et ici, quand je dis produire ce dont ils ont besoin pour vivre, ce n'est plus seulement de l'alimentation, mais c'est aussi les technologies agricoles, produire les semences, produire éventuellement de l'outillage, produire des savoirs, en fait. Quand on parle de technologie, c'est des échanges de savoirs aussi qui vont nous permettre de retrouver de l'autonomie
vis-à-vis de ces chaînes de valeur et notamment des maillons amont sur les chaînes de valeur. Et donc là, il y a vraiment des enjeux et des rapports de pouvoir très très forts qui se jouent, donc j'ai envie de dire presque intimement chez les personnes elles-mêmes, qui se jouent au niveau de l'organisation collective à l'échelle méso et qui se jouent à l'échelle macro et politique à l'échelle nationale dans la manière dont ces paysans et ces paysannes organisés en coopérative cherchent à exercer une influence politique sur l'orientation économique et les politiques économiques à l'échelle nationale via l'organisation collective. Et donc là, j'en viens un petit peu à mon deuxième point, du coup, qui était le premier, mais j'ai renversé tout ça pour essayer de faire du lien, qui est l'étude du coopérativisme paysan en tant que mouvement social permet d'introduire cette représentation de l'économie et de ce qu'est un régime d'économie mixte que véhicule le mouvement coopératif paysan au Nicaragua. Et je pense plus généralement, et peut-être que ça fera des liens aussi avec d'autres de vos recherches, les mouvements latino-américains sur l'économie populaire. La représentation est de dire une économie mixte, c'est une économie à 3 secteurs. Le secteur public, avec l'État, qui a ses propres intérêts aussi, le secteur privé, et le tiers secteur, pour reprendre la représentation, voilà, et puis je pense toujours, voilà, cette phrase de Marc Nerfin qui m'a été citée par des paysans et paysannes nicaraguayennes, voilà, ni prince ni marchand, citoyen, c'était un petit peu le slogan, mais donc cette conscience en fait de faire partir d'un secteur qui est ni le secteur capitaliste privé, ni le secteur public, mais le secteur de l'économie populaire, familiale, coopérative, pour reprendre le nom d'un ministère qui a été créé d'ailleurs par le gouvernement sandiniste en 2012. Et donc il y a bien cette conscience de constituer un secteur à part qui est essentiel pour la production et la reproduction des conditions d'existence des Nicaraguayens en général, et qui porte ses propres intérêts, et qui, d'une manière ou d'une autre, il va essayer de se rapprocher et de faire des alliances avec l'État, tout comme le secteur privé capitaliste le fait, pour orienter les politiques publiques et le cadre général dans lequel se déploie l'organisation économique en leur faveur. Et donc ça fait le lien entre ces difficultés, peut-être cette ambivalence des rapports au marché et à l'autonomie vis-à-vis du marché à l'échelle des coopératives, voire des communautés ou des ménages, à travers la manière dont on organise la production, et puis finalement l'échelle politique nationale à laquelle vont se construire des rapports de force, une volonté d'infléchir les rapports de force en faveur du tiers secteur, de la société civile, du secteur de l'économie populaire, voilà, avec différents périmètres selon ce qu'on cherche à attraper. Voilà sur cette question de la matérialité des conflits, moi au Nicaragua, j'avais envie de dire, je ne sais pas si ça fait rebondir. Pourrait-on comprendre comme réduction du conflit cette mise en place de l'économie sociale et solidaire? La mise en place du ministère Non, pas du ministère, mais même cette vision, cette nouveau type d'analyse, des modes de commercialiser, d'entreprendre. Est-ce que ça peut être vu comme une réduction du conflit, voilà, du conflit privé-public? Conflit de cette relation privée-publique. Question ouverte. Il me semble qu'à l'échelle, en tout cas, de ce terrain-là, et à voir si on peut le mettre en discussion peut-être avec des terrains plus proches de nous, aussi en Europe, ça pourrait être aussi intéressant, mais que la reconnaissance finalement de ce secteur comme un secteur contributif de l'économie, c'est à la fois, effectivement, ça contribue à réduire une dimension conflictuelle. Ça peut être une réponse. En tout cas, momentanément. En Europe, on analyse l'économie sociale et solidaire comme une réponse, justement, à ces conflictualités entre les tout marchés et les tout privés. Une réponse aux crises, ou en tout cas une réponse aux défaillances à la fois du marché et de l'État à fournir certains biens, fournir certains services. Il me semble, et là c'est peut-être à discuter, ce sera peut-être à discuter aussi avec la salle, mais dans le cas, en tout cas pour ce que moi je connais latino-américain et plus spécifiquement du Nicaragua, l'enjeu il me semble n'est pas tant de reconnaître une capacité du secteur de l'économie populaire à finalement se substituer à l'État ou au marché, mais plutôt, et donc finalement comme un secteur résiduel, mais bien de reconnaître la centralité du secteur de l'économie populaire
dans l'organisation sociale elle-même. Et là, je fais déjà des passerelles avec le point 4 de notre discussion sur le rôle des chercheurs, mais il me semble que notamment, je pense à des auteurs comme Orlando Núñez Soto au Nicaragua, qui ont énormément écrit dès les années 90 sur l'économie populaire, autogestionnaire, associative, et qui ont très tôt voulu et contribué depuis le milieu universitaire à légitimer l'économie populaire, non pas comme un secteur résiduel, marginal, mais bien comme le secteur par lequel la plus grande partie des richesses et celles qui contribuent à la vie, quoi, et à la reproduction de la vie, sont produites. Ça répond un petit peu à cette discussion. Oui, donc Franck Godichaud de Toulouse, je travaille en socio-histoire justement, plutôt qu'en socio-économie. Donc j'aurais aimé avoir votre opinion. Là c'est plutôt macro ma question. Mais donc, avec des collègues, on travaille depuis un bon moment sur la question des gouvernements progressistes et de la dernière vague, on va dire, depuis les années 2000, et qui essaient justement, en tout cas en discours et au travers de politiques publiques, de sortir de ce qui serait la dépendance, un modèle de développement très inégalitaire, qui se disent post-néolibéral, y compris parfois qui proclament la révolution du XXIe siècle, etc. Et nous, en tout cas, on constate aussi bien du point de vue des politiques publiques, des rapports aux mouvements sociaux, des politiques fiscales, des pratiques partisanes, d'occupation de l'État, etc., qu'il y a beaucoup moins de transformation, qu'il y a beaucoup plus de continuité que de transformation dans mon cas. Il y a beaucoup de déception aussi. Et il y a une forte résilience structurelle, disons, au modèle d'économie rentière, de l'extractivisme ou du néo-extractivisme. On voit le retour des discussions sur l'école de la dépendance, Prébiche revient à la mode, la substitution des importations, on n'y a pas réussi. Et c'est vrai qu'il y a des trajectoires qui sont très différentes. Hein. Si on compare la trajectoire du Venezuela à la Bolivie, elle n'est pas du tout pareille. Parce que la trajectoire du Brésil sous Lula et celle qu'a actuellement le Chili Boric aussi, c'est très différent. Mais on voit quand même des effets structuraux assez impressionnants. Et donc j'aurais bien aimé avoir l'avis des économistes là-dessus. Des économistes, si possible, hétérodoxes, le plus hétérodoxe possible, parce que le néolibéralisme, de toute façon, c'est une catastrophe en Amérique latine. Mais les alternatives au néolibéralisme, c'est ma question, pour l'instant, ont beaucoup de mal à se mettre en place et à dépasser justement ces effets structurants de la dépendance, du néocolonialisme, etc. Et donc il y a des effets qui ne sont pas qu'économiques. Donc nous, on travaille surtout sur les autres effets, les questions relations État-société, les questions de système politique. Par exemple, l'incapacité à mettre en place des politiques fiscales audacieuses. Quel est le gouvernement progressiste qui a eu une politique fiscale audacieuse dans la dernière période? Aucun. Donc voilà, vous, avec votre regard plus économiste, comment vous lisez cette incapacité à mettre en place des modèles alternatifs au néolibéralisme dans la région depuis 20 ans, malgré quand même des tentatives dans plusieurs pays? Je peux commencer? Oui. Merci. Moi, je pense qu'à partir de... je crois qu'on est tous d'accord pour dire que des politiques comme les politiques issues du consensus de Washington ne peuvent pas être appliquées dans tous les pays, puisque chaque pays est différent. Donc, on ne peut pas s'accorder à dire, ben voilà, on applique toutes les politiques de manière égale, homogène dans tous les pays, puisque ça n'a pas marché, on le voit. Donc, je pense qu'on ne va pas rentrer en détail, puisqu'on sait tous que les politiques issues du consensus de Washington n'ont pas marché. C'est qu'il y a quelque chose de particulier en Amérique latine, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les politiques économiques sont différentes dans chaque pays. Les politiques économiques mises en place sont différentes dans chaque pays en fonction du régime économique, du régime de production, que ce soit rentier et que ce soit plutôt industrialisé ou on va dire diversifié. Si on prend l'exemple, par exemple, de deux pays comme la Venezuela, qui est notamment un mode de production plutôt rentier, de spécialisation économique plutôt rentier, et jusqu'aux années 2012, le Chili aussi, qui est en mode de spécialisation économique et rentier aussi. Les politiques mises en place sont complètement différentes.
à l'époque, entre les années 2000 et 2012, 2013, les politiques économiques sont complètement différentes. Donc, on voit au Venezuela des politiques plutôt, bon, au moins en théorie, impliquées dans la distribution du revenu. Je ne sais pas si on pratique, mais au moins en théorie, dans des politiques pour une distribution du revenu. Et au Chili, à l'époque, même si les spécialisations économiques s'étaient rentières dans les deux pays, au Chili, on voit des politiques économiques plutôt d'ordre néolibéral. Voilà. Donc, c'est vrai, il n'y a pas un modèle. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un modèle économique homogène dans les pays de la région. Donc, chaque pays est différent. Alors, une réponse au modèle néolibéral, je pense qu'il y a eu des essais. Des essais, au moins jusqu'en 2012, 2011, l'Équateur, par exemple, la Bolivie, le Brésil. Ils ont essayé quand même de faire des réformes fiscales, d'augmenter les taux d'imposition du revenu, donc d'augmenter le nombre des tranches d'imposition. Bon, ça a marché. Il y a eu des essais. Oui. Quelle est la réponse sur les modèles c'est très difficile à répondre à cette question. Si je peux juste rebondir là-dessus. Moi, j'ai un point de vue qui est assez lapidaire là-dessus, de dire finalement, bon, les économistes, on peut donner toutes les recettes qu'on veut. La question de savoir comment on va infléchir un modèle de développement, en fait, c'est pas les économistes qui ont la solution. La question, elle est politique. Elle s'exprime, et je reviens à ce que je disais avant, les paysans et les paysannes nicaraguayens l'ont bien compris, elle s'explique en termes de rapport de force entre différents secteurs de l'économie qui ont des intérêts totalement divergents. Et du coup, on peut imaginer tous les types de politiques et les recettes, y compris adaptées à chaque pays que l'on veut, tant que le rapport de force n'est pas favorable pour imposer ce type... Alors, les rapports de force à la fois internes, à l'intérieur d'une économie nationale, et aussi internationaux, il paraît très compliqué d'infléchir cette trajectoire de développement. Et donc, c'est une question, moi je remercie parce qu'elle est hyper intéressante, qui est souvent adressée aux économistes, mais quelque part, des trajectoires, des modèles de croissance, de développement, etc. Il y en a eu beaucoup, il me semble, de conçus, de pensées. On a tout un outillage, mais l'enjeu se construit au niveau des rapports de pouvoir politique, justement. Et donc, la question de comment on peut finalement infléchir, faire en sorte qu'en Amérique latine, aujourd'hui, les gouvernements progressistes, et s'y reviennent, et si on se retrouve dans une période favorable, peuvent remettre en place des politiques. Bon, la question de l'ampleur de ces transformations-là, et on le voit dans les compromis et les difficultés au Chili à concrétiser ce qui était dans le programme. Si je reviens au Nicaragua, entre la promesse sandiniste et la réalité des transformations économiques aujourd'hui ici du pays, et sociales et politiques, on a aussi quand même des grosses difficultés. Et donc tout ça se construit en termes de rapport de force. Pour l'Équateur, totalement. Pour l'Équateur, au début de la période, jusqu'au 2006-2010, le gouvernement coréen, il a essayé de mettre en place énormément de politiques, plutôt dans la distribution du revenu, mais après, ils ont été confrontés à une force politique d'opposition très importante, économique, politique, les grands groupes économiques. Et finalement, il y a eu un virage dans les politiques économiques mises en place. Excusez-moi, je te coupe la parole parce que je voulais inclure l'Équateur dans les groupes de pays. Voilà. Puis je vais transmettre du coup la parole à Juan, puisque je vois qu'il lève de manière très sagement la main à travers Zoom. Je lui passe la parole. Et vous aviez une question? Non, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je vais descendre vraiment. Et c'était la seule façon que j'avais, c'était cet icône-là. Donc, je n'insistais pas. C'était la seule option que le programme me laissait. Donc, je voulais réagir. Et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de l'intervenant, dont je suis désolé, mais je ne me rappelle pas, je n'aurais pas retenu le nom. Mais précisément, j'avais un cas dans lequel je trouve plein de conflits là-dedans, et dans lequel on trouve une continuité et un manque de vraies alternatives. C'est le cas de PDVSA, l'entreprise publique du pétrole en Venezuela. Peut-être Rebecca, par son origine, ou d'autres peuvent complémenter ou peuvent critiquer ce que je veux dire, mais court.
en 2002, il y a un coup d'État de la patronale, donc le gouvernement décide de virer la plupart des cadres, des techniciens de l'entreprise publique PDVSA afin de réorienter un peu la politique des ressources financières obtenues à partir de la vente du pétrole. Donc, c'est une entreprise publique, mais la classe dirigeante est proche à l'élite économique du gouvernement précédent. Donc, en virant la classe dirigeante et les techniciens de PDVSA, on aspire peut-être à réorienter ou à contribuer à la transition politique et économique du pays. Bon, quels étaient les défis principaux? Je dirais qu'il y avait deux grands défis. D'abord, réorienter le secteur productif, donc développer le secteur non pétrolier et aussi augmenter la dépense sociale avec les missions et d'autres fonds financés par moyen des dollars du pétrole. Donc, quels étaient les problèmes? D'abord, bon, il y avait plusieurs problèmes. D'abord, il faut bien préciser qu'il n'y a pas un débat écologique, un débat sur quels sont les effets négatifs au niveau écologique d'un tel type de développement. Il n'y a pas un débat sur les effets écologiques du pétrole, mais c'est plutôt un débat limité aux effets sur la production et sur la diversification de l'industrie nationale. Et aussi, quand on vire les techniciens et les vieux techniciens, on ouvre la porte à la nouvelle corruption et aussi on a un manque de techniciens préparés pour faire face à une tâche si difficile comme c'est la gestion d'une industrie qui était super puissante et qui représentait plus que le 90% des exportations. Je parle de l'industrie du pétrole. Donc, tout ça pour dire, on a fait un grand changement de la politique du pétrole, de la politique des ressources à partir de la vente du pétrole. Qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi à rien. On a réussi à rendre pire la dépendance du pétrole. Oh, c'est vrai que pendant quelques années, les indicateurs sociaux ont beaucoup augmenté, reconnus par la CEPAL et par d'autres institutions internationales. Il faudrait voir comment ça a été mesuré. Mais en tout cas, dans le long terme, qu'est-ce qu'on a vu? On a accru la dépendance auprès du pétrole, auprès du secteur pétrolier. On a aussi ruiné l'entreprise PDVSA, et notamment, il faut dire, c'est pas pour faire la pub, mais c'est pour créer du contexte. J'ai écrit un paper justement sur l'hyperinflation en Venezuela, dans lequel je montre que malgré mon opposition à la théorie quantitative de la monnaie, et je dis que la création monétaire dans ce cas a été celle qui a provoqué l'hyperinflation. Donc, on a provoqué, d'abord, on a accru la dépendance auprès du pétrole. Donc, on a ruiné l'industrie nationale. On a ruiné aussi l'entreprise pétrolière. Qu'est-ce qu'on a... on a provoqué, par l'hyperinflation, on a provoqué un peu le début de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est la dollarisation informelle, peut-être un peu officielle, des dernières années. Donc, on voit qu'il n'y avait pas une vraie rupture au niveau de la gestion des ressources naturelles, et beaucoup moins, il n'y avait pas un débat sur les effets écologiques, mais plutôt sur la logique productiviste et comment diversifier l'industrie nationale. Et la gestion a été, je dirais, dans le long terme, a été très pareille, voire pire que les gouvernements précédents, sauf, c'est vrai, quelques années de dépenses sociales très fortes jusqu'à 2008, 2009, 2010, avec des impacts très positifs au niveau d'éducation, de santé, mais qui ont tombé surtout à partir de 2012.
Merci Juan. Le temps étant passé très vite, il est déjà, bon, comme souvent, il est déjà, en tout cas pour nous, il est déjà 15h16, mais je pense que ça va faire le lien en plus avec la question qui nous a été posée par Franco Di Chio, du coup, autour de cet enjeu, parce que je pense l'intention derrière, elle est finalement comment on se positionne auprès aussi dans notre analyse des faits économiques, sociaux en Amérique latine, puis comment éventuellement on se positionne avec des partenaires, soit dans la recherche, soit dans l'action aussi, dans ces espaces-là. Et donc, je nous amène directement finalement à ce qui était le 4e point de la discussion et peut-être conclure sur cette note un petit peu qui sera peut-être plus positive, entraînante, qui est de se poser la question finalement du rôle qu'ont et que peuvent avoir les chercheuses, les chercheurs, les universitaires par rapport à la construction des alternatives, à l'émergence des marges, à leur potentiellement à leur extension ou développement pour alors si ce n'est faire régime, en tout cas bousculer les régimes et les modes de développement, les trajectoires de développement telles qu'elles se présentent jusqu'à aujourd'hui. Et donc je propose que sur le dernier quart d'heure, et je pense que ça rebondira très bien sur cette question qui nous a été posée, on instaure plutôt cette discussion avant de passer à la suite du programme de ce congrès de leaders. Et donc, je ne sais pas à qui je passe la parole pour commencer. Oui, je peux commencer. Donc, du point de vue des universités et des universitaires, en tout cas en histoire de la pensée économique et en économie féministe, il y a des rôles, je pense, assez clairs et la réponse, elle est presque unique. Il faut continuer à se battre. Donc, en histoire de la pensée économique, si encore il y a une place pour continuer à faire l'histoire de la pensée économique, je dirais presque dans le monde, parce que c'est l'endroit, c'est les pays où on peut encore avoir des revues d'histoire de la pensée, des associations, des thèses, un débat, et vraiment revenir toujours à des auteurs, lire les textes, aller voir les archives. C'est grâce justement à des institutions, donc à des programmes de master, des doctorats, à l'importance que ça continue à avoir, donc les rôles qu'ont joué par exemple des historiens de la pensée économique à l'intérieur des institutions. Ici, le président de l'université Lyon 2, à un moment donné, c'était un historien de la pensée, etc. Donc vraiment, c'est grâce à des gens qui se sont battus, et pour nous, c'est continuer à se battre. En économie féministe, c'est peut-être un peu plus clair, où il y a encore un autre rôle qui est aussi plus dans l'action, parce que la plupart des membres de l'association d'économie féministe sont aussi des activistes et travaillent aussi sur le terrain, font les liens entre plusieurs générations. Il y a bien sûr les fondatrices et fondateurs de la discipline, mais il y a aussi toute une nouvelle génération qui arrive avec des questions environnementales, des questions politiques, mais vraiment très claires, je dirais, et très liées avec les questions économiques. Donc voilà, pour l'économie féministe, il y a l'académique et la recherche, mais aussi l'action. Donc voilà, dans les deux cas, il faut continuer à se battre, et c'est vrai qu'en tant qu'économiste, mais vraiment avec une dimension sociologique et politique très claire. Je ne sais pas si Rebecca ou Juan. Rebecca Liliane. Liliane, pardon. D'un point de vue de l'économie hétérodoxe, je pense que on est tous d'accord pour dire que l'économie néoclassique, l'approche néoclassique, surtout en Amérique latine, n'a pas donné le résultat attendu, bien au contraire. Et donc je pense que c'est très important de continuer à faire un autre type de recherche, d'entreprendre d'autres types de démarches, des démarches hétérodoxes pour montrer, essayer au moins de montrer, de donner des outils d'analyse aux décideurs politiques pour mettre en place d'autres types de politiques économiques pour, dans le cas de ma recherche par exemple, pour réduire les inégalités économiques, sociales, pour mieux connaître les modes de développement, les modèles de développement, les modes de production. Et surtout pour l'Amérique latine, il y a une question qui est très peu étudiée et que les chercheurs hétérodoxes en ce moment s'intéressent énormément, c'est la question de la financiarisation de l'économie.
Et je pense que c'est très important donc d'approfondir cette question de la financiarisation de l'économie en Amérique latine. Il y a très peu de recherches, il y a très peu de travaux, très peu de chercheurs qui s'intéressent à cette question, alors que c'est une question très importante et décisive donc, dans tous les modes de développement, les modèles de développement, les modèles de croissance économique. Donc je pense qu'on a un rôle important à jouer en tant que chercheur, qu'économiste hétérodoxe, très important. Voilà, et cette question... Ne serait-ce qu'en continuant à construire et diffuser des clés de compréhension de ce qui nous arrive, si je comprends bien, c'est déjà un élément effectivement fondamental. Juan, je sais que en t'invitant en dernière minute, tu n'avais pas forcément le temps de préparer beaucoup de choses, mais est-ce que tu as envie de réagir sur cette question-là du rôle des chercheurs? Oui, merci. Je crois que c'est le point de vue, la question à laquelle je me sens le moins capable de répondre parmi les 4 questions qu'on avait. Donc, si on me demandait de poser la question du rôle des universitaires et des économistes dans l'émergence et le développement alternatif ou des espaces d'autonomie, voilà, pas très capable de répondre à ça. Mais j'ai l'avantage d'habiter et de passer pas mal de temps proche d'une région qui s'appelle Galicia. Et à Galicia, on dit qu'on répond à une question avec une autre question. Donc, je sais pas, je peux pas trop dire sur les alternatives et les marges de manœuvre. En tout cas, je me demande si avec ces contradictions, le capitalisme est le système dominant, ça veut dire qu'il est supérieur par rapport aux autres systèmes économiques historiques précédents. Donc, c'est supérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça pourrait être un peu bizarre, non? On voit les inégalités actuelles au niveau mondial, et moi j'ose dire que c'est supérieur ce système à d'autres systèmes précédents, où on voit même la catastrophe écologique généralisée et accélérée les dernières décennies. Et j'ai le courage de dire que c'est supérieur. Oui. Je vois les crises intrinsèques propres à la logique capitaliste. Et à nouveau, j'ai le courage de dire que c'est supérieur. Oui. Et même si on prend en compte que le progrès technologique a été historique dans ce type de système, mais que malgré ça, la pauvreté absolue est plus grande que jamais, même avec ces quatre éléments importants à tenir en compte et à critiquer sur le capitalisme, il semble être supérieur. Donc, peut-être l'une des tâches pour les académiques, l'une des tâches pour identifier les marges de manœuvre dans le système, les marges de manœuvre pour le mouvement autonome dans le système, ou même pour imaginer comment dépasser le système, c'est comprendre quels sont les éléments fondamentaux qui marquent la supériorité de ce système au niveau historique par rapport aux autres. Voilà donc la nouvelle question. Merci Juan. Alors je ne vais pas y répondre, mais tout simplement répondre à la question précédente, la première du point de vue de mes recherches, et puis peut-être laisser la tienne pour la discussion si on a le temps. Je vais faire vite. C'était une question ouverte, mais impossible à répondre dans 5 minutes, même dans 100 siècles. J'avais bien saisi ça comme ça. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais sur le rôle des économistes. Et il me semble que j'ai évoqué la reconnaissance de l'économie populaire, coopérative, associative et de son importance dans le cadre politique et législatif du coup au Nicaragua autour d'une loi, de la création d'un ministère, etc. Ça passe par l'engagement. Je te rejoins. Alors c'est dans sa conférence inaugurale pour accéder au statut de professeur à l'université d'Amsterdam, Saturnino Boras, qui est un spécialiste des études rurales, parlait de scholar activism. Il a fait sa conférence inaugurale sur le scholar activism, donc l'activisme universitaire, essayant de définir ce qu'est cette posture-là. Et il me semble qu'un certain nombre d'auteurs et d'universitaires
autoritaire au Nicaragua pendant les années 80, les années de la Révolution, et ensuite, surtout, dans les années 90, ont tenu ce rôle d'activiste. Ils ont tenu ce rôle d'activiste en faisant le lien entre ce qui se passait à l'université au Nicaragua, ce qui se passait sur le terrain, et notamment dans les zones rurales au Nicaragua, et avec les amis, les partenaires, les connaissances, les réseaux développés à l'étranger. Ça a permis d'obtenir de l'appui, ça a permis d'obtenir du soutien, à la fois intellectuel, mais aussi parfois financier, en termes de connaissances, etc. Et ça a permis aussi de maintenir vivant une représentation et une représentation des trajectoires de développement souhaitables à ce moment-là, autour justement du renforcement de ces économies populaires, associatives, autogestionnaires, en publiant de la connaissance, en publiant du savoir, en continuant à faire vivre ces imaginaires qui avaient été nés, développés dans une forme d'ébullition qui a été cette révolution que moi-même j'ai pas connue, mais je parle à partir de ce que j'ai pu en lire, sans être historien, et donc voilà, avec ma perspective d'économiste, comme j'ai dit au début, qui essaye de comprendre les trajectoires socio-historiques, qui explique ce que j'observe aujourd'hui. Mais en tout cas, ce rôle-là des intellectuels, dans le cadre du Nicaragua, on voit à quel point il est essentiel par le fait de produire du savoir, mais aussi d'autres formes d'imaginaire, d'autres formes de projection sur l'organisation sociale. Et de tenir des postures. Ça, il me semble que c'est vraiment un élément assez fort. Et puis aussi, mais c'est plus pour revenir sur des tendances aussi du moment, peut-être. Mais je pense que le rôle à jouer, et on a de plus en plus de légitimation à s'inscrire dans ces démarches-là, de recherche-action, de repartir de problèmes ordinaires rencontrés par les acteurs, les actrices sur le terrain, dans la manière dont, à différentes échelles, et y compris à l'échelle macro, ils cherchent à mettre en place des politiques économiques, à résoudre les contradictions entre des volontés, des fois, de construire des alternatives à l'échelle nationale, tout en étant contraints par des régimes socio-économiques à l'échelle régionale et internationale qui sont très très contraignants. Et là, il y a des problèmes de recherche-action sur lesquels travailler avec les acteurs et à partir de la manière dont les acteurs eux-mêmes les posent. Voilà, je ne vais pas dire au jour le jour, parce que le temps de la recherche n'est pas le jour le jour, mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure que ces questions se présentent. Et dans ces processus de recherche-action, finalement, la plupart du temps, notre rôle, il me semble, c'est de maintenir finalement aussi cette distance critique que nous donne notre culture, notre méthodologie scientifique, et aussi dans l'échange au quotidien avec les acteurs, et c'est peut-être quelque chose que moi j'ai ressenti, alors peut-être autant en France là qu'au Nicaragua, mais maintenir la distance critique face aux nécessités d'adaptation au régime macroéconomique. J'explicite juste en une seconde, mais quand on est au Nicaragua et qu'on discute avec des paysans qui s'organisent en coopérative sur une échelle de temps de 10 ans, on voit bien que progressivement aussi, en tout cas c'est la sensation, le ressenti que l'on peut avoir, que le fait de devoir sans cesse se conformer à des injonctions à la rentabilité, à des injonctions à l'insertion sur les chaînes de valeur mondiale, à des injonctions à la commercialisation, il devient extrêmement prégnant chez eux. Enfin, ce discours-là a tendance à être intégré. Et eux-mêmes se disent ah bah oui, on est organisé en coopérative, mais voilà, on intègre ce discours, il faut absolument qu'on soit rentable, il faut absolument, voilà, comme des objectifs prioritaires. Et là, on a un rôle à jouer aussi sur le maintien de la distance critique par rapport à la performativité de ces discours dominants. Dans ce cas-là, j'espère que ça a été une table ronde suffisamment vivante. Je remercie une nouvelle fois à la fois l'organisation de ce congrès, à la fois l'équipe et puis l'accueil au sein de l'Université Lyon 2, et puis l'ensemble des intervenants prévus de longue date ou au dernier moment, et puis voilà, mes deux collègues Vinicius et David, du coup, qui m'ont accompagné dans la préparation de cette table ronde. Merci, bon congrès. Merci pour l'invitation et l'organisation. Merci. Merci beaucoup.